n'est malheureusement pas encore traduit en France. Personne ne naît dans le mauvais corps. Avec votre collègue, j'oubliais toujours... Marino Pérez. J'espère qu'il va être traduit en France. Voilà, nous avions la chance d'avoir une traduction. Et c'est comme ça qu'on vous a connu, et par un article du Point qui était excellent, qui était par Leonardo Orlando, qui a fait l'interview avec vous, qui devait être là et qui n'a pas pu être là. Et Sylvia Carrasco, donc, qui est maître de conférence en anthropologie à l'Université de Barcelone, qui est présidente de l'association féministe des Catalogne, et très courageuse aussi tous les deux, parce que vous êtes universitaires. Et voilà. Et donc, en tout cas, pour Sylvia, attaquer déjà de l'intérieur, et je ne sais pas pour José, mais voilà. Alors, on a la chance d'avoir qui est donc chercheur, postdoctorante titulaire d'un doctorat de psychologie, et qui est trilingue. Grec, on n'aura pas besoin aujourd'hui, mais on aura besoin de l'espagnol. Voilà. Donc, elle a au pied levé accepté il y a quelques jours, en l'absence de Leonardo Orlando, voilà, de traduire. Alors, Sylvia, ça va aller, elle va pouvoir parler en français. Donc, José, effectivement, comme on aura une traduction consécutive, il faudra arriver à faire un peu court pour qu'on puisse avoir du temps aussi. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Voy a intentar ser muy concreto en las afirmaciones que vaya a hacer para que la traducción también pueda ser muy concreta. ¿Verdad? Alors, monsieur va essayer d'être assez concis pour que la traduction puisse aussi rester concrète et rapide. Como no, en primer lugar, pues realizar los agradecimientos, ¿verdad?, sinceros, pues por la invitación que hemos recibido del Observatoire Petite Sirène. ¿Se bien? Sí, eso es. L'Observatoire Petite Sirène. Donc, il présente ses remerciements à l'Observatoire de la Petite Sirène. Sí, este es un problema muy complejo, es un problema que tiene muchísimas aristas diferentes, que va desde la filosofía hasta la práctica clínica, médica, que va desde la escuela hasta las familias, etc. Donc il s'agit d'un problème complexe avec beaucoup de ramifications allant de la philosophie à l'école ou touchant même à la famille. Y yo he decidido, espero que acertadamente, hacer una exposición muy centrada en los aspectos más prácticos, en los aspectos más concretos, ¿verdad?, de cómo abordar en las familias este problema que cada vez es más habitual encontrar. Et donc j'ai décidé de faire un exposé très focalisé sur la manière concrète pour les familles d'aborder ce genre de questions. Siempre, en todas las presentaciones que hacemos de nuestro libro, donde hacemos un análisis teórico, digamos, sociológico, psicológico, filosófico del problema, siempre se acercan una familia, unos padres, y dicen, de acuerdo, pero ¿qué debo hacer si mañana mi hija de 13 años, mi hija de 14 años, me dice que ha descubierto que es un chico, que es un, ¿verdad?, que es un varón, o me dice que quiere empezar a transitar, ¿no? Y es a lo que voy a intentar responder en este momento. À chaque présentation de mon ouvrage, je me retrouve, après avoir apporté des explications d'ordre psychologique, social, historique, face à des familles qui viennent me voir en fin de séance, donc un père et une mère qui me demandent « Oui, d'accord, mais alors comment faire face à mon fils ou à ma fille de 13, de 14 ans qui envisage un changement de sexe ou qui se pose des questions sur sa sexualité ?» Ante un problema que se presenta pues con una, digamos, urgencia y que va acompañado de un gran sufrimiento que se nos expone, ¿verdad?, el de nuestros hijos o el de nuestros alumnos con un gran sufrimiento, ¿verdad? La primera respuesta que podríamos pensar es dar exactamente lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Es dar a los jóvenes exactamente lo que nos piden. Esto es lo que yo llamaría tener la actitud de centro comercial. Sí, en donde los padres, las familias, los maestros, el Estado, las atenciones médicas actúan como un centro comercial que da a la persona lo que hipotéticamente, espontáneamente la persona quiere. Alors en fait, face à la tentation, face à l'urgence de la situation, une tentation de réponse immédiate, rapide, à la manière d'un centre commercial existe. Donc l'écueil pointé consisterait justement à répondre de manière automatique, spontanée, en se collant finalement à la demande des personnes qui viennent nous poser la question. Et donc ce n'est pas bien sûr la démarche indiquée. En contra de esta idea,
yo voy a proponer 4 actitudes básicas. Son ideas generales, abstractas, que tienen muchísima tradición en educación, en filosofía, en clínica, también en medicina o en psicología. Son ideas que no van a ser una panacea, no voy a proponer una receta que arregle el problema, pero sí algún tipo de actitud que contraste esta actitud de centro comercial y que aplicada a cada familia, porque obviamente cada familia es un mundo de posibilidades, pueden ser buenos consejos a la hora de afrontar este problema. En allant donc à contre-courant de cette tendance, Monsieur propose 4 attitudes possibles, en essayant de montrer que ce n'est pas une panacée, que ce n'est pas une recette toute faite non plus, mais que cela peut effectivement apporter des réponses intéressantes. Donc il va nous exposer ces attitudes. Pues vamos con ellas. La primera de ellas sería la idea de la sensatez. Donc en premier, il propose une solution de simplicité. Sí. La sensatez. Bon sens, sí. De bon sens, sí. Oui. Oui. Mucha gente defiende que el problema al que nos enfrentamos genera tanto sufrimiento que está permitido saltarse la verdad, que está permitido renunciar a la verdad, porque el problema es muy urgente, está ocurriendo aquí, ¿no? Mi hija está sufriendo, no es el momento de ponerse a filosofar. Hay que atenderla. Está permitido, es lícito renunciar a la verdad para atender a mi hija. Donc la question de renoncer finalement à la vérité pour essayer d'être au plus près de besoins de l'enfant, là il prend l'exemple de la fille, se pose, et donc finalement la première question c'est celle du bon sens, d'une réponse de bon sens face à une situation difficile. Vivimos en una sociedad en donde la idea de verdad está muy devaluada. ¿Sí? Vivimos en una sociedad donde, pues a través de ciertas filosofías que se han ido incorporando, ¿verdad?, en el mundo académico, pero sobre todo a través de estructuras comerciales y de formas de vida en las ciudades, la subjetividad se presenta como un criterio de verdad mucho más sólido, vamos a decir, que la verdad clásica o que la verdad objetiva. Cuando la subjetividad choca con la objetividad, siempre pierde la objetividad en la sociedad actual. Alors on vit dans une société actuelle dans laquelle la notion même de vérité est très dévaluée, très dévalorisée. Chaque fois où il y a une confrontation entre quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité subjective face à la vérité objective, c'est la vérité objective, la vérité des faits qui se trouve finalement être lésée. Por ejemplo, un ejemplo que ocurre mucho en español, no sé si ocurre también en francés, yo supongo que sí, ¿verdad?, es el uso de realidad, de la palabra realidad en plural, y hablar de las realidades, ¿sí? Lo cual es un oxímoron, o sea, es una contradicción en los propios términos. La realidad, por definición, es una, ¿verdad? Es una. Hombre, podemos hablar de las realidades económicas de los países de la Unión Europea. Eso podríamos decirlo para decir que, claro, Grecia no es igual que Alemania, ¿verdad? Pero lo que no tiene ningún sentido es hablar de las realidades en donde la unidad de la realidad es cada individuo. De tal forma que yo vivo en mi realidad, cada uno de ustedes, ¿verdad?, vive en su realidad. Eso es absurdo. Alors, Monsieur récuse justement l'usage du mot réalité au pluriel. Donc, quand on parle en espagnol comme en français des réalités au pluriel. Et donc, bien sûr, on pourrait parler des réalités politiques, sociales, en opposant par exemple les réalités économiques de la Grèce à celles de l'Allemagne. Mais l'usage d'une réalité plurielle, donc le terme de pluralité associé à la notion de réalité, le heurte. Pues bien, la tesis que yo defenderé o el argumento que les presento es que justamente por la gravedad del problema, justamente por el sufrimiento que tienen las adolescentes, los adolescentes, ¿verdad?, es cuando más que nunca hay que dar más importancia a la idea de objetividad y a la idea de verdad. ¿Sí? Más que nunca tenemos que agarrarnos muy fuerte a estas cuestiones. Ninguna buena solución puede derivarse de renunciar a la verdad y ninguna mala consecuencia puede derivarse de ceñirse estrictamente a la verdad.
Et donc, monsieur insiste sur l'importance justement de prendre appui sur la réalité objective face à la souffrance des jeunes. La justicia y la verdad no solo son compatibles, es que se necesitan mutuamente. La atención cuidadosa a la persona que sufre y el mantenimiento de un estricto rigor en el análisis de lo que le ocurre no chocan entre sí, sino que se potencian mutuamente. Donc il n'y a pas d'opposition entre justice et vérité. Au contraire, les deux notions se complètent quand il s'agit justement d'une personne en souffrance. Así que voy a exponer muy brevemente, porque tampoco es el objeto entrar en detalle, voy a exponer brevemente ideas irrenunciables para poder afrontar este problema de forma sensata. Ideas irrenunciables. La primera... Bueno, donc là, monsieur va nous faire part d'une série d'idées auxquelles il ne faut pas renoncer, qui sont très importantes à avoir en tête quand on parle de ce genre de problème. La primera, el sexo es binario en la especie humana, ¿sí? Lo que es binario es la especie, no los individuos. Los individuos serán o varones o mujeres o las variantes biológicas que existen en cualquier hecho biológico. Pero la especie humana es binaria sexualmente porque existen dos funciones reproductivas. Donc le sexe est binaire dans l'espèce humaine. Pardonnez-moi, le sexe n'est pas binaire dans l'espèce humaine. Est binaire, ok, lapsus. Donc, le sexe est binaire dans l'espèce humaine parce qu'il y a deux modes de reproduction bien distincts, bien différenciés. Sí, pero de la misma manera que los seres humanos, la especie humana, tienen muchos grupos sanguíneos, pero yo no soy polisanguíneo, ¿sí? De la misma manera, yo no soy ni binario ni no binario. El binarismo se dice de las especies, no de los individuos de las especies. El binarismo se dice de las especies. Le binarisme se dit donc des espèces, mais non pas des individus. Hein? Okay. Darwin, ¿sí? Charles Darwin. Et donc ça, c'est Darwin. Segunda idea, irrenunciable. El sexo es inmutable. Hoy por hoy, con nuestros avances técnicos, moriremos del sexo con el que nacimos. Hoy por hoy. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le sexe n'est pas modifiable, hein, il est immuable. Exactamente. Una mastectomía cambia el sexo tanto como un implante de pelo cambia la edad. Donc, une mastectomie change autant le sexe qu'une implantation de cheveux changerait l'âge. Donc, ça ne le change pas. Sí. Okay. Tercera idea. Nadie nace en un cuerpo equivocado. La persona es posterior al cuerpo, no es anterior al cuerpo. No cabe que en el momento de la concepción ocurra un error y allá donde debería haber aparecido una combinación XX, aparezca una XY o viceversa. No se puede nacer en un sexo equivocado, igual que no se puede nacer en una especie animal equivocada. Alors, personne ne naît dans un corps équivoque. Au moment de la conception, il n'y a pas d'équivoque ou d'erreur. El sexo es una condición objetiva. Le sexe, donc, c'est une condition objective. Verificable. Verifiable. Es una característica del cuerpo y está vinculado a la función sexual. Une caractéristique du corps associée donc aux fonctions sexuelles du corps. No es una elección, no es una decisión, no es una autodeterminación. Donc c'est pas un choix, no es una elección, ¿y qué más? Decisión. C'est pas une décision. Et c'est pas autodeterminación. Ou une autodétermination. Donc il ne s'agit ni de choix, ni de décision, ni d'autodétermination. No es una identidad, no es una autoimagen, no es un sentimiento, no es un deseo, donc, no es una esencia. Donc ce n'est pas une identité, ce n'est pas une image de soi, ce n'est pas un sentiment ou encore un désir ou une essence. No es lo que la persona es.
no es un alma. Donc ce n'est pas ce que la personne serait, ce n'est pas une âme. Otra verdad innegociable es que el sexo no es el género. Autre vérité non négociable, donc à laquelle on ne doit pas renoncer, le sexe ne coïncide pas avec le genre. Ni el sexo implica naturalmente, de forma natural y determinista e inevitable, un estereotipo sexual, ni el estereotipo sexual determina de forma natural e indudable un sexo. Son cosas diferentes. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Il n'y a pas d'implication entre le sexe et le stéréotype sexuel. Il n'y a pas d'implication mutuelle de l'un à l'autre. Estas son ideas básicas de partida que es importante aclarar porque no hay nada peor, no hay combinación peor que malas ideas y buenas intenciones. ¿Sí? Donc en fait c'est très important d'apporter cette clarification parce qu'avoir des idées erronées malgré des bonnes intentions, c'est préjudiciable. Cuando uno tiene malas ideas y buenas intenciones, se cree con una superioridad moral y no duda en aplicarlas. Casi es mejor tener malas intenciones, que te retienen un poco, que te contienen un poco. Alors, pour éviter justement le risque d'un sentiment de supériorité, il est important effectivement qu'il y ait cette congruence entre les bonnes idées et les bonnes intentions, parce qu'à la rigueur, rien de pire que d'être muni de bonnes intentions en ayant des idées erronées. La segunda idea básica, la segunda actitud básica es la prudencia. Donc, après l'attitude du bon sens, il y a maintenant l'attitude de la prudence. C'est la deuxième attitude majeure. La prudencia es una virtud en todos los ámbitos de la vida. La prudencia es una virtud en la política, es una virtud en la medicina, en la psicología, en la educación, ¿verdad? Una actitud prudente en principio parece razonable. Dans tous les contextes de la vie, la prudence est une vertu, qu'il s'agisse de la psychologie, du travail, de la médecine. C'est toujours important d'être prudent. Como contará mi compañera Silvia, ¿verdad?, dentro de unos minutos, la gran mayoría de los adolescentes que acuden al servicio de disforia de género de Cataluña salen con la receta en la mano tras la primera consulta. Sí. Donc, comme Sylvia va nous le dire tout à l'heure, l'écrasante majorité de jeunes qui viennent en consultation dans son service souhaitent avoir dès le premier rendez-vous le sésame, donc le papier leur autorisant la suite. Así que, ¿por qué esta prisa en recetar? Los datos a los que se refirió David Bell, ¿verdad?, antes, también señalan que una parte importante de los jóvenes que no son inmediatamente medicados a través de bloqueadores de la pubertad o a través de hormonación cruzada, que son atendidos con un enfoque exploratorio, prudente, que se intenta analizar qué les está ocurriendo, pues una buena parte de esos jóvenes terminan superando su disforia sin necesidad de pasar por tratamientos agresivos. Alors, les données apportées par M. Bell tout à l'heure nous montrent bien que la majorité de jeunes qui ne subissent pas des traitements focalisés sur la médicalisation extrême arrivent à dépasser cette étape-là et donc à passer à autre chose. Podríamos encontrarnos con personas que no asumen cuyo problema es debido a que no asumen su homosexualidad. Podría ser que estuvieran canalizando de esa manera otro tipo de problemas en las relaciones personales. Pudieran ser que estuvieran asumiendo que, dado su estereotipo sexual, entonces pertenecen a tal sexo, al sexo asociado a ese estereotipo sexual. O simplemente pudiera ser que no sepamos qué ha ocurrido, pero que simplemente el chico, la chica, ¿verdad?, con el paso de la adolescencia, que no es una etapa tranquila, con el paso de la adolescencia supere este problema. Alors, l'adolescence n'est pas un long fleuve tranquille. On peut être face à toutes sortes de situations. On peut avoir des jeunes qui n'assument pas leur homosexualité, des jeunes qui ont du mal à canaliser des problèmes d'ordre personnel, d'autres qui restent figés sur une image stéréotypée de la sexualité. Donc, toute une série, enfin une pléthore de cas de figure peuvent exister. Sí. De ahí que no es de extrañar que las farmacéuticas, que los lobbies de presión, que el famoso informe Dentons, que quizá conozcan, ¿verdad?,
insistan en que no haya ninguna demora a la hora de empezar a medicar a los menores e incluso que no haya límite inferior de edad. Si se espera prudentemente, si se tiene una actitud prudente, los beneficios de las farmacéuticas no solamente se retrasarán mucho en el tiempo, sino que se reducirán casi a un 20%. Alors, monsieur explique en fait que les grandes compagnies pharmaceutiques ont tout intérêt à ne pas tarder la prise en charge, parce que si cela était le cas, il y aurait une chute radicale tant des traitements proposés que du moment de leur survenue. Et il donne l'exemple des Dentons, qui justement met la pression pour qu'il y ait ce genre de procédé. Sí. Vamos a reivindicar, por el contrario, contra la urgencia, vamos a reivindicar la prudencia, es decir, la exploración psicológica. Pardonnez-moi, pardon. Et donc, monsieur propose au contraire donc d'aller à contre-courant de cette logique de l'urgence, de cette culture de l'urgence, pour prendre le temps de faire les choses de manière prudente. La exploración psicológica, l'exploration psychologique, la espera atenta, donc une attente avec prudence, la aplicación de principios psicológicos bien asentados sobre el desarrollo del yo, sobre el desarrollo social del yo. Donc l'application aussi de principes psychologiques. En vez de pensar que estamos ante un tema excepcional al que hay que aplicar una lógica completamente diferente de la que aplicamos a otras 1000 formas que hay de sufrimiento psicológico, ¿verdad? Y que hay que, por motivos metafísicos y por motivos de una ideología reaccionaria puramente esencialista, pues hay que hacer una excepción y darle un tratamiento que no recibe ningún otro problema, ¿verdad? Ninguna otra situación psicológica. Et donc, il s'érige contre le fait que là, il y aurait pratiquement une exception et que là où habituellement la prudence est de mise, là, on passerait outre cette nécessité de prudence pour entrer dans une logique d'exceptionnalité qui serait réservée effectivement à cette souffrance psychique en particulier. La tercera de las ideas, la tercera de las 4 ideas que quisiera proponerles es la comprensión. Donc la troisième idée porte sur la notion de compréhension. Los niños no se han vuelto locos. Los niños no, esto no es una extravagancia, esto no es un capricho, esto no es un niño que quiere ser pirata, que ha visto una película en la tele de piratas y entonces él quiere ser pirata. Esto es otra cosa diferente. Donc c'est important de comprendre que les enfants ne sont pas devenus fous pour autant, que ce n'est pas à prendre comme une extravagance de plus, comme un caprice, comme la volonté de devenir pirate après avoir vu un film d'aventure au cinéma. Et donc il s'agit bien d'autre chose. Sí, hay que entender la función que en la vida del adolescente está cumpliendo la disforia de género, el papel que está cumpliendo la condición trans. Donc, monsieur nous invite à nous questionner sur la fonction que la dysphorie de genre occupe et donc ce qu'apporte la condition trans. La adolescencia actual se enfrenta a atascos, a problemas que nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, no conocimos en nuestra adolescencia. Se enfrenta a problemas nuevos, de tal forma que la disforia de género o la condición trans puede ser en algunas circunstancias la jugada que se presenta como ganadora, la jugada que se presenta como adecuada, dado el atasco, la encrucijada en donde está atrapada la adolescente o el adolescente. Les adolescents d'aujourd'hui sont confrontés à d'autres problèmes que ceux de la génération des personnes qui ont aujourd'hui un certain âge. Et donc, finalement, la condition trans ou la possibilité de se questionner sur la dysphorie de genre viennent occuper cette place, donc viennent finalement constituer une sorte de... Comment ? D'impasse, oui. Impasse, un problème, une impasse. Une impasse. Donc une sorte de blocage, une sorte de blocage. Entre estas situaciones a las que me refiero
están las redes sociales, quizá la más importante, las redes sociales, Instagram, TikTok, en donde los adolescentes viven durante muchas más horas de las que creemos y la tienen a golpe de pulgar, ¿verdad?, durante las 24 horas del día. Et donc, monsieur pointe aussi l'omniprésence des réseaux sociaux, des ordinateurs, enfin, de tout ce qu'on a à portée de main, 24 heures sur 24. Sí. Las redes sociales se rigen por la ley darwiniana de la supervivencia del más sofisticado. ¿Sí? La supervivencia del más único, especial, diferente, inclasificable. Esa urgencia es vivida con auténtica necesidad por los adolescentes. Alors en fait, les réseaux sociaux sont régis par la loi darwinienne du plus sophistiqué, donc en fait du moins normal. Donc en fait, avec l'idée d'une sorte de valorisation extrême finalement et de fascination pour ceux qui seraient hors normes. La idea de diferencia es vista ahora como intrínsecamente positiva. L'idée de la différence apparaît comme intrinsèquement positive. Puede ser positiva o puede ser completamente negativa, pero es vista como intrínsecamente positiva. Alors que ça pourrait l'être ou ne pas l'être. La idea de pluralidad es vista como intrínsecamente positiva. Está muy bien la pluralidad de los cuadros, no sé, los museos, está muy mal la pluralidad de los virus. Dependerá de qué estamos hablando, ¿verdad? Et donc, il en est de même de la pluralité. La pluralité apparaît comme une valeur absolue. Et donc, monsieur s'érige contre la valorisation de cette pluralité en disant que la pluralité peut être bonne, en parlant par exemple des tableaux dans les musées. Elle peut être aussi mauvaise en parlant de la multiplication des virus. Donc, la notion de pluralité n'est pas en soi une valeur absolue. El bombardeo publicitario que viven los jóvenes es permanente y se les intenta convencer permanentemente de que ellos son especiales y diferentes y de que los productos existen exclusivamente para ellos. Dans des conditions où les jeunes les adolescents sont bombardés de cette idéologie-là, finalement il y a cette idée de la différence, donc être différent, c'est extrêmement valorisé. Otro atasco de la adolescencia actual es el acceso a la pornografía desde edades muy tempranas. Une autre difficulté majeure, une autre impasse à laquelle sont confrontés les jeunes, c'est d'être aussi en contact à un âge très jeune avec du contenu pornographique. Sí, de nuevo en el bolsillo, en el móvil que llevan en el bolsillo, los jóvenes consumen, los varones jóvenes mayoritariamente, consumen pornografía que justamente no se caracteriza por ser de la más sofisticada o de la más suave, por así decirlo. Lo consumen desde edades muy tempranas y las chicas se están expuestas también a esa situación. Et donc les jeunes très vite sont confrontés à de la pornographie accessible depuis leur téléphone portable qu'ils peuvent avoir dans leur sac. Et il s'agit d'une pornographie qui n'est ni des plus sophistiquées, ni des plus douces. Et même les jeunes filles peuvent être exposées à ce genre d'images. Nuestra experiencia, al menos la experiencia clínica que nosotros hemos tenido en España, es que no es tanto que las chicas quieran ser chicos como que no quieren ser chicas, que no quieren ser mujeres. Esta es la cuestión. Saltan de una casa en llamas, que es la feminidad. Saltan de una feminidad adulta que se les está presentando y que no quieren de ninguna manera, ¿verdad? Que no quieren asumir de ninguna manera, y saltan a donde haya que saltar, al otro sitio, que en este caso es ser varones. Pero no saltan tanto atraídas por la masculinidad como repelidas por la feminidad que se les está vendiendo. Alors, la difficulté majeure pour les filles, ce n'est pas tant qu'elles veuillent devenir des garçons, c'est que pour elles, c'est très difficile d'être filles. Donc, elles ne veulent pas être filles, elles fuient leur féminité tant que cela se peut. Et donc, en fait, cela n'est pas symétrique vis-à-vis des garçons. Donc, s'agissant des filles,
se joue pour elle, c'est l'accès à la féminité et comment y arriver. Hein. Y la cuarta idea, la cuarta y última idea que quisiera proponerles es la idea de respeto hacia el joven, hacia la chica que está sufriendo el problema. Perdona, usted no habló de eso. No. Vale, vale. Donc la quatrième attitude, c'est celle du respect. Hein? C'est celle du respect. Donc le respect n'a rien à voir... Pero el respeto no tiene nada que ver con decir que sí. El respeto no tiene nada que ver con dar la razón a la persona, ¿verdad?, que nos está hablando. Esa, de nuevo, es la idea de respeto que hay en los centros comerciales, en donde el cliente siempre tiene la razón, pero no tiene nada que ver con una verdadera actitud de respeto hacia otras personas. Donc la notion de respect est très importante à concevoir, non pas comme une sorte d'accord à tout ce que l'autre nous dirait, ce qui consisterait à avoir encore une fois une attitude de centre commercial dans lequel le client serait roi et on lui dirait oui à tout. Respetar es tratar a las demás personas como seres racionales, es decir, como seres que pueden debatir ideas, que pueden cambiar de opinión si el curso del debate lo indica. Donc respecter, ce n'est pas faire l'économie du débat, c'est au contraire voir chez l'autre, chez son interlocuteur, un être rationnel avec lequel on peut débattre et implicitement ne pas être d'accord. En español tenemos una frase, no sé si ustedes la tendrán en francés, una frase que dice dar la razón como a los tontos. ¿No? No sé si existe algo parecido en francés, no lo sé. Cuando alguien te da la razón y ves que te da la razón por quitarte de delante, que te da la razón para que te calles. Donc en fait, voilà, l'écueil, hein, c'est dire oui à quelqu'un juste pour se débarrasser de la personne et donc lui donner raison, hein, pour éviter qu'il y ait un débat contradictoire. Hein. Et donc c'est ça qu'il faut éviter. Respetar es discutir. Donc c'est être dans le débat et dans la contradiction. Contradecir, dialogar. Sí, donc, eso es respetar a la persona que tenemos. La conflictualización du débat. Sí. Voy cerrando ya mi intervención. Habría que añadir también que cualquier actitud extrema, tanto de afirmación extrema como de negación extrema hacia el adolescente o la chica que nos está presentando el problema, parecería inadecuada. Pour conclure, monsieur nous dit que toute attitude extrême, que ce soit du côté de l'affirmation ou de la négation face aux jeunes ou à la jeune que nous avons à côté de nous, serait inadéquate. Hein, donc il faut éviter les attitudes extrêmes. En los grupos de padres con los que hemos trabajado, con los que trabajamos, vemos muchas veces estas actitudes extremas. Desde padres completamente autoritarios, pues que castigan a sus hijos, que les quitan el uso del móvil, bueno, que tienen una actitud de negarse sencillamente a escucharles, hasta el otro extremo, padres que celebran lo ocurrido, que dan muestras de alegría ante la noticia de que su hija en verdad es un hijo y que inmediatamente ya aceptan, pues, no sé, por ejemplo, salir a comprar la ropa del sexo hacia el que se quisiera transitar. Et donc, monsieur nous fait part de son expérience dans laquelle souvent des parents, des groupes de parents peuvent avoir des attitudes extrêmes ou bien du côté du refus du choix du jeune avec des attitudes punitives, hein, lui enlever son portable, ¿qué más castigo? No me acuerdo. Sí, castigo, quitar el móvil. Voilà, le punir, lui prendre son téléphone portable, ou en revanche des attitudes de célébration, de quasi-célébration du choix du jeune, dans lequel le parent irait presque lui acheter des vêtements du sexe opposé, hein, pour l'accompagner dans sa démarche. Et bien sûr, ces attitudes extrêmes sont à proscrire, à bannir. Este es un problema muy complejo y somos todos perfectamente conscientes de que no hay recetas, de que no hay remedios que vayan a funcionar el 100% de las veces, pero las ideas que hemos presentado, bueno, yo entiendo que pueden tener más ventajas que inconvenientes. Déjenme resumirlas en 4 eslóganes para terminar. La sensatez contra la apertura crítica de la mente.
Donc, monsieur, au moment de conclure, nous dit donc bien sûr que la situation est complexe, qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais il essaye de résumer sa pensée autour donc de 4 concepts. Le bon sens, la logique, face à une ouverture qui manquerait d'esprit critique. La realidad existe. La réalité existe. La segunda. Ça, c'est la seconde. La segunda. La prudencia contra la urgencia comercial. La prudence contre l'urgence commerciale, ça c'est la troisième. Fenómenos sorprendentes requieren análisis minuciosos. Donc les phénomènes surprenants exigent une analyse minutieuse. La tercera, la comprensión contra la aceptación de las emociones como si fueran naturales. Donc la compréhension face à ce qui serait de l'ordre de la contagion émotionnelle. La comprensión psicológica. Donc une compréhension psychologique. Y por último, ya para terminar, el respeto contra la idea de dar la razón. Et donc le respect plutôt que l'envie de donner raison à l'autre en évacuant le débat. El cliente siempre tiene la razón, las personas a las que queremos no. Si le client est roi, il a toujours raison, les personnes qu'on aime ne sont pas dans ce cas de figure. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup José, et on laisse la parole tout de suite à Sylvia qui va donc projeter un PowerPoint, quelques images. Allez-y Sylvia, donc c'est à vous. Vous avez un micro à côté. Maintenant? Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'espère que mon français n'est pas très mauvais. Alors, un grand merci à Céline et au groupe de travail de l'Observatoire de la Petite Sirène, l'Observatoire, pardon. Je veux parler comme anthropologue et aussi comme une féministe. Je vais clarifier ma position d'abord. J'affirme que les enfants trans n'existent pas, mais qu'ils sont fabriqués à grande échelle des salles de classe au service de santé. Malgré les protestations incessantes du mouvement féministe et les études montrant les conséquences pour les droits des femmes et des enfants, et aussi pour les personnes homosexuelles et les personnes qui souffrent de dysphorie de genre et rejettent leur corps sexuel, une loi trans à l'État, en Espagne, a été adoptée le 28 février 2023. Les 3 axes de cette loi sont très clairs. 1. L'autodétermination, c'est-à-dire le choix de sexe légal dans le recensement et dans le document d'identité à tout fin utile, car la catégorie objective du sexe est éliminée et remplacée par la catégorie subjective d'identité de genre, basée sur des stéréotypes sexistes, qui transforment en lettre morte politique d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. 2. L'interdiction du diagnostic et de l'approche psychothérapeutique du malaise corporel, le soi-disant dépathologisation de la dysphorie de genre, non pas comprise comme une oppression contre les femmes, comme le fait la Convention d'Istanbul contre la violence, mais redéfinie comme une identité avec des éléments essentiels de disqualification pour les professionnels de la santé qui ne suivent pas le modèle affirmatif souhaité par les sujets. J'ajouterai plus tard quelque chose sur l'âge des sujets. Et 3. La criminalisation de la divergence par le rapport à ses croyances, car la divergence est considérée comme un crime de haine. C'est comprendre. La transphobie et la charge de la preuve est inversée, ce qui va à l'encontre du principe fondamental de l'état de droit, qui est le maintien de l'innocence et l'obligation de prouver la culpabilité par des évidences. Lorsque nous avons commencé à enquêter sur cette prétendue urgence législative, nous avons découvert avec étonnement qu'en réalité, la loi trans espagnole n'introduit qu'une seule nouveauté, le choix légal du sexe dans le recensement. La soi-disant thérapie affirmative et l'accusation de transphobie, si cette croyance n'est pas partagée, se trouvent déjà dans les 40 règlements et protocoles trans approuvés depuis 2014 par les portes dérobées des parlements régionaux, qui ont compétence complète en matière d'éducation, de santé et de justice, sans aucun débat social, ni dans les bases des partis que l'on promeut, et sans information publique, ou avec des informations déformées qui présentent les nouvelles réglementations comme des avancées
pour les droits des personnes homosexuelles et tout le monde y était d'accord. Je vais maintenant vous raconter comment j'en suis venue à enquêter sur le transgenderisme et à reconstruire l'itinéraire qui pousse tant des enfants et d'adolescents de la salle de classe aux hormones en Espagne. Je vais commencer par les salles de classe, que j'appelle la séduction et sa légitimation. En septembre 2019, j'ai pris conscience pour la première fois de ce qui s'est passé, bien que j'ai eu des indications antérieures de l'émergence inattendue de ce sujet dans les réunions scientifiques sur les enfants et la diversité, jusqu'alors limitée à la diversité culturelle, linguistique ou fonctionnelle, et à sa relation avec les inégalités éducatives et la nécessité d'une plus grande inclusion, mon sujet de recherche depuis 25 ans. Mes collègues aux écoles et lycées étaient réellement préoccupés par l'augmentation de la violence à l'encontre des filles et le déni de la violence chez les garçons en plus jeunes. Et donc, on observait avec joie, mais aussi avec surprise, ce qui semblait être un plus grand engagement des autorités éducatives en faveur de la coéducation, c'est-à-dire de l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'ils n'avaient jamais pris très au sérieux. En réalité, mes collègues ont découvert que les contenus des cours n'avaient rien à voir avec les recommandations féministes en matière d'éducation, mais plutôt avec l'introduction du concept d'identité de genre et de diversité sexuelle, c'est-à-dire la prise de conscience et la nécessité d'une formation et d'une adaptation des écoles à ce que l'on appelle la réalité trans, l'existence d'élèves qui souffrent parce que leur véritable identité ne correspond pas aux caractéristiques sexuelles masculines ou féminines de leur corps. Une réalité présumée qui est présentée comme étant largement ignorée et qui exige une attention et une inclusion urgente. Le langage est très important, aucun mot n'est utilisé par hasard. Il copie le mot de la diversité culturelle, linguistique, etc. J'ai découvert à ce moment-là, et pas avant, qu'il existe dans notre pays de nombreux protocoles de santé et d'éducation trans dans presque toutes les communautés autonomes qui sont obligatoires en matière d'éducation et de santé. J'ai commencé à les analyser, à constituer une base de données de cas qui ne cesse de croître et de me parvenir sous la forme de demandes désespérées lorsque la nouvelle se répand que j'enquête sur ces sujets. Parallèlement, en plein enfermement de la COVID, j'ai lu toute la littérature disponible sur cette question, par exemple le livre sur la construction de l'enfance et de l'adolescence transgenre de Heather Bronsky-Evans et Michelle Moore, de leur analyse lucide dans laquelle elle soutient que l'existence d'une enfance trans est le prétexte parfait pour les transactivistes adultes, celui des hommes autogynéphiles qui ne coïncident généralement avec les patients dysphoriques traditionnels. Ils disent qu'ils demandent ça, ils soutiennent ça pour réduire la souffrance chez les enfants le plus tôt possible. J'analyse les programmes éducatifs, les associations vers lesquelles les enfants et les familles sont orientés, et j'interroge en profondeur les familles et les enseignants en assistant à des ateliers de formation pour les enseignants et les familles organisés par les autorités, les syndicats, les associations. J'ai publié 2 articles de presse, le premier en Espagne sur ce sujet, et je reçois une proposition d'écrire un livre révélant ce qui se passe dans les salles de classe. Entre-temps, l'association d'enseignants féministes pour la coéducation se constitue, le FEMCO, issue de tous les niveaux d'enseignement de toutes les régions d'Espagne, et nous avons écrit la coéducation séquestrée, critique féministe à la pénétration des idées transgénéristes en éducation. La 3e édition, même si est interdite, et on ne peut pas faire présentation librement parce qu'on a besoin de la protection de la police pour faire ça. Oui. Oui. Je vis également l'impact des changements à l'université et la nouvelle hégémonie trans-inclusive et queer avec des déclarations publiques d'adhésion à l'idéologie en accusant de transphobie ceux d'entre nous qui ont une position critique, comme les régimes totalitaires l'ont toujours fait, de la contre-réforme au fascisme comme nous le savons bien en Espagne. À travers de ces chapitres, on analyse ce que suit. Le contexte. En tant que chercheurs féministes, nous observons que nous sommes confrontés à une offensive très bien financée par le capital des grandes entreprises pharmaceutiques contre les droits des femmes et des enfants parce que nous sommes devenus la matière première de ce que j'appelle le marché de la vie.
dans cette nouvelle phase du capitalisme néolibéral avec la supplantation de la roche des politiques d'identité en lieu de la redistribution. Pour rendre non seulement acceptable, mais aussi désirable le fait de devenir trans, l'idéologie transgendre qui transforme des milliers d'enfants en bonne santé en malades chroniques, indépendants d'hormones et d'autres médicaments pour toute leur vie, a bénéficié des idées queer, en particulier de deux. Un, la réduction de toute la réalité du sexe à la performativité, ce qui est socialement agi et construit, rejetant les critères objectifs et matériellement définis. Et deux, la dissociation du soi et du corps, comme s'il existait une identité immatérielle complètement étrangère à celui-ci. Cette idée est présentée comme une transgression libératrice et rebelle très attirante pour les adolescents. De plus, cette idéologie se livre à un parfait exercice de resignification de l'agenda féministe pour y parvenir. L'exploitation sexuelle devient un travail sexuel libérateur, l'exploitation reproductive devient un altruisme pour répondre au droit d'être parent, la violence de genre ne s'adresse plus contre les femmes, mais contre les groupes opprimés par leur identité de genre parce qu'ils sont dissidents sexuels, disons-ils, du patriarcat, tels que le LGTB, etc. Les sphères de pénétration sont trois. 1. Les lois et les protocoles qui sont adoptés discrètement, tels que le protocole éducatif trans en vigueur dans 14 des 17 régions espagnoles et les deux cités du nord d'Afrique. 14. 2. Le média et industrie culturelle qui consomme les enfants et les adolescents. 3. L'école, qui est un accès assuré à l'ensemble de la jeune génération par les changements dans le contenu des programmes et d'une légitimation académique et sociale de la nouvelle vérité révélée. Les enfants et les adolescents, à travers des contenus auxquels ils sont exposés, sont recrutés à travers des 5 phases que nous avons identifiées. 1. La dissociation corps-identité comme réalité. 2. Le sexe comme spectre pour dépasser le corset répressif du binarisme. 3. La découverte de sa propre identité. 4. La transition hors du binarisme et sa célébration sociale parmi les pairs et l'environnement comme une nouvelle identité. 5. La prise de conscience, fausse conscience, d'appartenir à un collectif opprimé qui affronte les systèmes par le fait d'être trans. Alors, les stratégies. Nous analysons ici les médias, et les réseaux, ainsi que les lois et protocoles éducatifs dans leur contenu et redéfinition. La propagande de la nouvelle réalité trans se multiplie dans tous les médias et dans l'industrie culturelle, audiovisuelle, même dans la programmation des dessins animés, après des bandes dessinées, pour enfants, ainsi que dans les nouvelles et les documentaires. Les réinterprétations de l'histoire, l'inclusion des personnages trans qui sont toujours très bons, même dans les adaptations audiovisuelles d'œuvres littéraires qui n'avaient pas du tout de personnages trans. C'est passé dans la télévision espagnole. La création d'icônes trans et d'influencers et de YouTube trans, etc. Le protocole éducatif introduit les idées anti-scientifiques, pas ascientifiques. Anti-scientifiques, c'est la théorie queer. Dans les matières déjà présentes de nombreux manuels, tels qu'on pénètre dans le mauvais corps, l'espèce humaine n'est pas binaire, on peut changer de sexe, le genre est une identité, le sexe est attribué à tort jusqu'en regardant les organes génitaux. L'orientation sexuelle est comme l'identité de genre, c'est une idée force. Il y a deux cerveaux de garçons, il y a des cerveaux de garçons et des cerveaux de filles, une grande contradiction avec l'antibinarisme. Et selon les préférences dans les jeux, les vêtements et les amitiés, on sait si un enfant est un garçon ou une fille, et ça passe dans l'école. Tous les établissements d'enseignement sont encouragés à exposer, par ces protocoles scolaires obligatoires, les élèves à des exercices de sensibilisation et de self-discovery, autodécouverte, pour découvrir leur véritable identité, exercices qui sont dispensés par des associations transactivistes directement au sein de l'école. Jamais avant vu. L'Église et le régime totalitaire, mais pas en démocratie. Ils sont également encouragés à adapter les installations, par exemple les toilettes dites inclusives,
bien que la recherche montre le grave danger pour toutes les filles et tous les garçons dont la masculinité n'est pas normative. Les activités sportives en fonction du genre ressenti, le règlement et les formulaires afin que l'identité ressentie puisse être exprimée, etc. Mais le plus grave est que l'on demande aux enseignants de signaler si les familles acceptent ou non l'identité de genre de leurs enfants, car si ce n'est pas le cas, par exemple, ils proposent un examen psychologique pour savoir quel qui passe. Un dossier peut être ouvert pour maltraitance avec de graves conséquences. Il en va de même pour les enseignants qui ne affirment pas ou qui posent des questions dans le protocole. Et la loi statale l'a confirmé. Bien sûr, la coéducation, comme le féminisme le comprend, est pervertie. Il ne s'agit plus de vaincre l'androcentrisme dans les programmes scolaires ou d'éduquer à la prévention des violences contre les femmes, mais prévenir la LGTB, etc. phobie. C'est dans toutes les écoles, ça? Dans 14 communautés autonomes, c'est la norme. Et avec la loi statale, c'est confirmé, comme je dis. De nombreuses nouvelles lois d'État, telles que la loi sur la protection des enfants contre la violence de 2021, la nouvelle loi d'éducation 2021 aussi, la loi sur les sports, toutes ces nouvelles lois introduisent le concept d'identité de genre. Il n'est pas surprenant, peut-être que vous ne savez pas ce que je veux dire, car des organisations comme Save the Children promeuvent un nouveau droit pour l'enfance, le droit à recevoir une thérapie hormonale pour vivre pleinement leur identité de genre. C'est dans un document de 2020. Alors, le contexte, la stratégie, l'impact maintenant. Toute cette idéologie doit être mise en œuvre dans les écoles par les enseignants et respectée par les familles. Nous avons analysé l'impact de tout cela sur les écoles, les collèges, les universités, les familles en nous basant sur des cas réels à tous les états de l'éducation, les états de l'éducation. Nous avons analysé aussi les manuels scolaires, les activités en classe, les cours observés, les cours et les ateliers de sensibilisation des enseignants, les contenus de la formation des enseignants dans les universités, les programmes de concours pour les postes d'enseignants publics par université, etc. Cette imposition idéologique viole le droit à la liberté d'expression et la liberté académique et met en danger les droits du travail des enseignants face au silence ou à la collaboration des syndicats. Il s'agit d'une véritable instrumentalisation et censure des enseignants qui deviennent le principal véhicule involontaire de l'idéologie trans. D'autre part, les autorités éducatives recommandent aux enseignants d'orienter les élèves qui pensent être trans vers des associations transgénéristes. L'analyse des associations de familles trans financées par des fonds publics et privés nous a également permis d'observer la pression et les chantages qu'ils font sur les familles, confrontées au choix entre l'affirmation de la nouvelle identité de leurs enfants ou le risque élevé de suicide. Nous avons recueilli des informations sur les activités qu'elles menaient pour créer une communauté trans à chaque ville et cité. Par exemple, des conférences, des sorties, voire des camps pour les enfants à l'été. Par exemple, dans la seule ville de Malaga, 600 000 habitants, il y avait 4 camps trans pendant l'été 2022. Et dans une ville comme la mienne, de 200 000 habitants, il y a 3 associations trans, pour les parents, pour les gens et pour les enfants, qui reçoivent des subventions et auxquels sont adressés les cas consultés à l'hôpital local. Dans le réseau social, les adolescents reçoivent, comme il a dit, des instructions sur la manière de traiter avec leur famille, aussi en espagnol, traduit de l'anglais, des influenceurs américains, sur les phrases et les arguments à utiliser, sur la manière de rejoindre une autre famille qui les aimerait tels qu'ils sont, avec des personnages qui se présentent comme encore bien connus, comme la maman d'Internet, un homme, bien sûr, qui aide même à obtenir le binder pour la poitrine et les hormones à l'insu des familles. Nous consacrons un chapitre important à l'impact de l'idéologie transgenre
sur l'enfance et l'adolescence et nous analysons ici comment les enfants sont diagnostiqués et comment l'information est réinterprétée sur la base de l'idéologie en se substituant aux professionnels de la psychologie et en favorisant l'autodiagnostic de chaque mineur après les exercices d'induction pour explorer sa propre identité de genre, qui complètent leur transformation scolaire. Le nombre de cas augmente de façon exponentielle à l'adolescence, séduite par la doctrine queer et finalement captive de Big Pharma. Dans de nombreux cas analysés, il est possible d'observer l'existence de situations de vulnérabilité psychosociale, de problèmes conjoncturels familiaux, de personnalité, abus, violence, séparation, existent d'autres problèmes mentaux, comorbidité, etc., qui trouvent typiquement une histoire et une proposition comme réponse à des multiples malaises difficiles à gérer à l'adolescence. Mais les choses se passent souvent très simplement, parce que toutes les sphères de la propagande se rejoignent. Aitor, le nouveau nom d'une fille qui a découvert en classe à l'âge de 5 ans qu'elle était un garçon en faisant les exercices très sexistes d'exploration de son identité de genre, elle aimait grimper, jouer au foot, porter des pantalons et des cheveux courts comme son frère, elle ne voulait pas être comme sa sœur aînée, etc. Elle en parlait à son professeur. J'ai découvert que je suis un garçon. Oh, c'est bon. Qui a célébré son coming out devant toute la classe, a appelé à sa famille, qui croit fermement en l'autodétermination de la nation ainsi que le genre, a amené la fillette à Naisen, l'association basque de familles trans, puis à l'unité de traitement de l'identité de genre, a suivi le rituel consistant à donner tous ses vêtements de fille, à se couper les cheveux, à changer de nom, à donner des interviews aux médias. Finalement, elle a commencé à prendre des bloqueurs à l'âge de 9 ans, au début de la période Tanner 2. Il y a un courant sous-jacent dans la dynamique familiale que cette description ne suffit pas à saisir, mais il existe. On a observé clairement un patron. D'autre part, il existe de nombreux cas d'adolescents qui ont subi des abus sexuels et ou qui commencent par se déclarer non-binaires, fouillant la féminité, comme a été très bien rapporté, et la condition des femmes même. Nous avons aussi observé des filles qui, lorsqu'elles commencent à vivre comme des garçons trans et à avoir une petite amie, se comportent même de manière sexiste et méprisante à son égard, imitant le comportement regrettable de nombreux garçons. Le chemin est clair. Des médias, les réseaux, là et là, en passant par les centres de classe, où les adolescents partagent ce qu'ils ont vu dans le réseau, les médias, la télé, jusqu'au monde, avec une surreprésentation des filles par rapport aux garçons et sans se poser de questions. Aucun se pose de questions. Notre livre se termine par une récupération de la véritable coéducation, de l'éducation féministe, et par une réflexion sur l'importance du féminisme en tant que critique et résistance politique à l'avancée de cette offensive. Ce n'est pas un hasard si le livre ne peut pas être exposé dans les vitrines des librairies, si beaucoup refusent de faire des présentations et si la police doit venir nous protéger lorsque nous sommes invités à le faire. En effet, faire taire les femmes est un slogan classique du patriarcat de tous les temps. Au moins, maintenant, il ne nous coupe pas la tête comme un olive de rouge. On va voir maintenant très brièvement ce qui s'est passé entre-temps dans le domaine de la santé avec des données quantitatives. Tout a commencé en 2014. On a donné de 2012 à 2021. L'accès aux hormones, je l'appelle la consolidation de le recrutement à vie. Alors que nous analysons des données de cette recherche sur le contexte éducatif, la plateforme d'associations féministes de toute l'Espagne, Confluencia Movimiento Feminista, a décidé de demander à tous les conseils régionaux des données sur les traitements hormonaux et les interventions chirurgicales par âge, par sexe et par année, puisque les soins de santé en Espagne sont entièrement dévolus aux régions autonomes. Les données ne sont pas arrivées, mais notre association en Catalogne, féministe de Catalogne,
a été très insistant et a fait appel au bureau qui garantit l'accès à l'information publique des données de l'administration à des fins de recherche. Et après plusieurs réunions, nous avons obtenu une base de données qui nous a permis d'effectuer un traitement statistique descriptif. Notre objectif était de connaître l'ampleur du phénomène trans et ses caractéristiques depuis la mise en œuvre de soi-disant modèles affirmatifs et ce qui s'est passé en école, ce qu'on était en observation. Que les protocoles de santé avaient rendu le modèle affirmatif comme obligatoire maintenant en Catalogne, la seule réponse possible. Comme toute la législation basée sur l'idéologie transgène, la loi transcatalane adoptée en 2014 préconise le soi-disant modèle affirmatif de traitement de dysphorie de genre qui repose sur l'autodiagnostic de la personne, quel que soit son âge, en croyant qu'elle peut être née dans le mauvais corps, le traitement ultérieur pour adapter le corps à son identité de genre ressentie, blabla. Les données ont été fournies par le département de santé de la Généralitat de Catalunya, le gouvernement autonomie, sur le cas traité par le service spécial Transit pour l'attention aux personnes trans avec astérisque. On dit astérisque aussi en français? Astérisque, oui. Trans, quel que soit, trans. Entre 2012, l'année où il a commencé à fonctionner, et 2021. Bien que les données présentent quelques irrégularités et ne sont pas été fournies avec le niveau de désagrégation dont nous avions besoin, l'exploitation a reconstruit l'évolution du nombre de cas et des tendances par âge, sexe et type d'intervention ou de traitement, lorsque cela était possible. Par exemple, ils ne nous ont pas donné information pour âge et sexe des mineurs, mais on a pu les reconstruire. Le rapport est disponible en catalan, en espagnol, en anglais et maintenant aussi en français sur notre site. D'ailleurs, il a été envoyé à... Si je peux avoir le diapo. Si. Il a été envoyé à tous les membres du Parlement catalan et du Congreso de los Diputados à Madrid 3 mois avant l'adoption de la loi trans. C'est seulement un fragment. La reportée est plus est comme ça. D'accord. Mais vous avez le résumé exécutif en français. Alors, quelle est donc la situation en Catalogne? Le volume total des cas traités est plus de 5 500 personnes avec une augmentation exponentielle en 10 ans de 7000%. 7000% en total. Les nouveaux cas par an ont quadruplé entre 2016 et 2021. Et celle-ci de l'année 2021 représentant déjà 25% des cas de les 10 années analysées. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2021? Tout le monde le sait, et a été bien décrit avant. L'âge moyen a diminué de 12 ans entre 2012 et 2021, passant de 34 à 22 ans en moyenne. Le service Transit s'occupe de plus en plus de femmes et de mineurs avec un schéma d'âge clairement différencié entre les femmes et les hommes qui révèle des cas très différents. Parmi les mineurs, âgés de 0 à 9 ans, les garçons prédominent. Dans les groupes d'âge de 10 à 14 ans et de 15 à 25 ans, ce sont les filles qui prédominent. Dans les groupes de plus de 30 ans, les hommes prédominent, représentant plus de 70 du total. Il y a donc un changement accéléré. Vous vous rappelez de l'année dont le protocole éducatif a été approuvé? Voilà. Dans les structures démographiques de la population des services des hommes aux femmes, des adultes aux mineurs. La majorité des cas de mineurs sont filles, la majorité des cas plus âgés sont des hommes. L'augmentation est alarmante chez les préadolescents et les adolescents. L'autre, s'il vous plaît. Vous voyez un poisson, la forme de poisson de la graphique, les trois situations très différenciées. Et, s'il vous plaît, regarde la dernière graphique.
Comme je disais, l'augmentation est alarmante chez les préadolescents et les adolescents. 70% des cas dans les groupes d'âge de 10 ans à 14 ans et de 15 à 18 sont filles. Bien que l'augmentation soit également alarmante dans les cas des garçons, rien qu'entre 2015 et 2021, il y a eu une augmentation de 100 700% des filles âgées de 10 à 14 ans parmi les cas traités par transit. Aucun se pose en question la question. Le pourcentage des cas où le sexe des personnes traitées n'est pas enregistré est tout aussi alarmant, atteignant plus de 10% dans ces mêmes groupes d'âge. D'après les tendances observées et la triangulation avec des données d'autres sources, on peut déduire qu'il s'agit de filles. Alors l'addition est facile. 70 plus 10. 80 de leur groupe d'âge. La plupart des cas traités reçoivent un traitement hormonal. En effet, dans un rapport de 2016 de le même service, on reconnaît que dans un 87 de cas, des hormones sont prescrites lors de la première visite, n'importe l'âge. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en regardant ces données, ces graphiques, mais surtout, à quoi le ministère de la Santé attribue-t-il le changement marqué de la composition démographique des personnes suivies par ce service et cette augmentation exponentielle du volume global ainsi que du nombre de mineurs et surtout des filles adolescentes? On commence à voir des données tout aussi alarmantes provenant d'autres communautés autonomes qui décrivent les mêmes tendances. Les lois trans et les modèles affirmatifs qu'elles promeuvent face aux malaises de mineurs par rapport à leur corps constituent une véritable atteinte à leur intégrité et à leur développement. En janvier 2023, je finis, je suis en train de finir, le Conseil qui réunit toutes les associations professionnelles de médecins de Catalogne a présenté un document de synthèse mettant en garde contre la prescription de médicaments non indiqués sur l'étiquette off-label à des mineurs en bonne santé physique et a cité notre étude comme l'unique référence fiable. En fait, aucun médicament destiné à alimenter un délire ne peut réduire ce délire. Cette approche serait inacceptable dans n'importe quel autre domaine médical. Elle ne fait que répondre aux pressions des transactivistes et à leur supposé droit de modifier le corps à volonté, en exigeant des hormones également à volonté pour tous les âges. Le service est totalement opaque à ce sujet. Rien de tout de notre rapport, de l'étude, du livre, des médecins, rien de tout cela n'a pu empêcher l'approbation de la loi. Je vous souhaite bonne chance ici en France. Nous ne pouvons accepter que de plus en plus de mineurs refusent leur corps sexuel et surtout que de plus en plus de filles, d'adolescents et de jeunes femmes ne veuillent pas être femmes, sans que notre société leur accorde l'attention qu'elles méritent. Alors que leur santé est irrémédiablement détruite et qu'elles sont condamnées à la toxicomanie à vie, loin de résoudre les raisons de leur malaise et l'hostilité de notre société contre les jeunes filles. Il est essentiel qu'une enquête indépendante soit lancée sur tous les services dédiés aux trans et que les modèles de traitement soient revus. Nous devons pouvoir poser les questions clés, comme l'exige toute enquête scientifique, même si nous en sommes aujourd'hui empêchés par la loi trans de l'État. Car ce n'est pas de la transphobie, c'est de la responsabilité politique. Merci beaucoup.